Dans les années 90, la compagnie Topps, qui est surtout connue pour ses innombrables cartes à collectionner, possédait une division dans l'industrie comics. Elle fut par exemple à l'origine de la série Cadillac et Dinosaures, mais elle était aussi surtout spécialisée dans les titres à licence, avec des publications basées sur X-Files, Jurassic Park ou encore Hercule et Xena. En 1993, Topps Comics sort une adaptation de Jason va en enfer pour promouvoir le film, puis emprunte le personnage en guise de clin d'œil pour l'un de ses titres originaux, Set and Six. De leur côté, les Cannibales Texans ont également connu une déclinaison papier, avec en 1991 l'adaptation de Leatherface, chez un tout petit label, Arpad Publishing. Les deux franchises devront attendre pas mal de temps avant de retrouver une place dans l'industrie de la bande dessinée, ce qui arrivera en 2005 chez Avatar Press. Mais avant ça, elles ont pu se croiser en 1995 au sein de cet improbable crossover en 3 numéros qui tient du rêve de fan. L'idée de confronter deux grandes figures du cinéma d'horreur n'a rien de nouveau, et dans ce cas précis, il y a fort à parier que c'est le projet d'époque Freddy vs Jason qui en est à l'origine. D'autant plus que celui-ci était encore extrêmement frais dans toutes les têtes à cause du clin d'œil final de Jason va en enfer, justement repris dans l'adaptation de Topps Comics. Maintenant, le choix de Leatherface comme adversaire pour Jason peut sembler assez étrange, puisque les personnages sont éloignés l'un de l'autre à cette époque. Tout cannibale qu'il soit, Leatherface reste un simple humain, tandis que Jason est devenu depuis longtemps un mort-vivant indestructible. C'est plutôt sa version précédente, celle du sauvage vivant dans les bois qui apparaissait dans les épisodes 2, 3 et 4 de la série, qui aurait mieux convenu pour mettre des adversaires au même niveau. Car en l'état, le combat semble joué d'avance. Et c'est là que Jason vs Leatherface apparaît comme une énorme surprise. Contrairement à ce que le titre laisse sous-entendre, le récit ne traite pas vraiment d'une lutte sanglante entre les deux tueurs, et c'est plutôt une véritable bromance qui s'installe entre eux, l'un reconnaissant chez l'autre des similarités troublantes. C'est presque main dans la main que Jason et Leatherface parcourent les pages du comic book, l'intrigue se concentrant avant tout sur la potentielle adoption du zombie de Crystal Lake par la famille Sawyer. Un choix audacieux de la part de l'auteur, Nancy Avril Collins, créatrice de la vampire punk Sonia Blue, qui aurait pu se contenter de bien moins original. Avec l'aide d'un certain David Imhoff, elle met au point un récit qui va explorer comme jamais la psyché défectueuse de Jason Voorhees et donner une raison plausible à cette étrange situation. Son histoire se déroule à une époque non définie, mais faisant clairement suite aux événements de Jason le mort-vivant, alias Vendredi 13 numéro 6, où il finissait prisonnier au fond d'un lac. Immortel et toujours conscient, Jason ne désespère pas se libérer un jour pour continuer son odyssée sanglante, mais il ignore que ces méfaits ont eu de fâcheuses répercussions sur Crystal Lake. Le camp d'été autour duquel il rôdait continuellement a été détruit et une usine de produits chimiques s'est construite à sa place, saccageant l'environnement avec ses rejets de déchets toxiques. Lorsque la compagnie responsable est contrainte de se délocaliser à cause de ses actions, les eaux polluées du lac sont alors stockées pour être illégalement expédiées au Mexique. À l'insu de tous, Jason est aspiré dans le conteneur et il ne lui faut pas longtemps pour s'en extraire. Massacrant le personnel du convoi, le mort-vivant provoque un accident et se retrouve lâché dans la nature, en plein Texas. Son errance l'amène à Sawyerville, où il croise le chemin de deux autres tueurs, l'autostoppeur et Leatherface, des frères cannibales en pleine chasse. Mais alors que les Texans s'attaquent à Jason, celui-ci perçoit quelque chose de familier en la personne de Leatherface et préfère gagner leur confiance en tant une victime de passage. Surpris, les deux frangins pensent alors avoir affaire à un confrère anthropophage et le ramènent chez eux pour fêter ça. Si le point de départ est un peu tiré par les cheveux avec son excuse grossière pour transporter Jason hors de son habitat naturel, il est amusant de voir à quel point le scénario balaye d'entrée de jeu sa promesse, Jason contre Leatherface, pour prendre une direction différente. Le combat est expédié en quelques cases, affichant, et à raison, Jason Voorhees vainqueur. Sa force surnaturelle lui permet de désarmer son adversaire, mais sa réaction suivante est tout à fait inattendue puisqu'il ramasse sa tronçonneuse et la rend respectueusement à Leatherface. Impensable, car Jason n'a toujours été qu'une machine à tuer incapable de raisonnement. Et pourtant, le récit met un point d'honneur à nous projeter dans sa tête. Celui-ci est tout aussi perdu que nous, se découvrant des émotions étrangères qui l'affectent suffisamment pour modifier son comportement.
Incertain de la manière dont il doit réagir, Jason observe et écoute, alors que la famille Sawyer se présente à lui. Les raisons de ce trouble ne sont jamais pleinement dévoilées, mais il est fortement suggéré que cela est dû au changement d'environnement, comme si la connexion entre Jason et le lac de Crystal Lake était psychique. Privé de ce repère, le personnage n'est plus tout à fait le même, et commence à évoluer différemment, faire de nouveaux choix et, progressivement, se transformer en un autre Jason. Certains pourraient crier à la trahison, puisque le personnage de mort-vivant réagit en totale contradiction avec sa version cinéma. Et d'ailleurs, Jason Tex Manhattan, qui transposait également Jason hors de son terrain familier, ne laissait entrevoir aucun changement en lui. You're a dead meat, slime bag! Yo, man, it's cool. It's cool, man. It's cool. Quoique, mais à mon avis, ce serait une erreur de s'arrêter à ça. Tout l'intérêt de Jason vs Leatherface réside justement dans ce rôle passif qui lui est attribué, en opposition totale avec l'attitude exubérante des Sawyer. Leur action intrigue Jason et des liens secrets, en particulier avec Leatherface, car les deux personnages ont beaucoup en commun. Le masque tout d'abord, cachant chez l'un comme l'autre une difformité qui est certainement à l'origine de leur folie et dont ils ont honte, mais aussi la maltraitance. Brutalisé par son frère, le cannibale évoque à Jason des souvenirs de son enfance lorsqu'il était lui aussi une victime. Tout le récit repose donc sur ses observations et le flot d'émotions qu'emmagasine Jason au contact des Sawyer, jusqu'au point de rupture qui arrivera bien entendu à la fin de l'histoire. Ces interactions sont parfois très drôles, comme lorsque The Cook fait part de son rêve d'ouvrir un restaurant de grande cuisine. Mais elles sont surtout étrangement poétiques à leur manière, comme cette scène où Jason explore le grenier et découvre le grand-père au chevet de son épouse décédée depuis des années. Des tranches de vie inattendues qui humanisent carrément nos monstres de héros, au point de nous faire presque oublier leur nature maléfique et espérer qu'ils puissent trouver la paix. A ce titre, la séquence où le cuisinier confie avoir sacrifié son propre avenir pour veiller sur ses frères, suite à une promesse qu'il a faite sur le lit de mort de sa sœur aînée, en serait presque bouleversante. La conclusion, inévitablement tragique, nous ramène enfin à la confrontation tant attendue. Quand bien même on voudrait croire jusqu'au bout que Jason et Leatherface puissent devenir frères, cela ne peut pas arriver, surtout pas avec cet électron libre qu'est The Hitchhiker. Celui-ci apparaît d'ailleurs comme le véritable vilain de l'histoire, le seul du lot à ne pas être humanisé d'une manière ou d'une autre. Il n'a aucune excuse ou explication derrière ses actes, et contrairement à ses pairs, il aime ce qu'il fait. Il ne possède pas l'esprit d'un enfant comme Leatherface, ne fait preuve d'aucune empathie pour sa famille et va jusqu'à reprocher à Jason de tuer trop vite ses proies. Il avoue même à demi-mot qu'il viole les femmes qui croisent son chemin. Quel connard! Sa rencontre avec Jason fait des étincelles et lorsque le premier va trop loin, le second retrouve ses vieilles habitudes. Les pulsions du tueur au masque de hockey ne pouvaient être contenues éternellement et malheureusement lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, Leatherface ne se fait pas prier. Alors a lieu le véritablement affrontement du titre, Jason vs Leatherface, patiemment construit tout le long de l'intrigue et possédant ainsi une sincère signification. Jason va pourtant décliner le combat face à celui qui lui ressemble tant, et le fan qui s'attendait à une vraie baston pourra être déçu. Mais l'important n'est pas tellement le face-à-face lui-même, mais plutôt ce qui en découle. Finalement, c'est en perdant son semblable, Jason, que Leatherface trouve la force de tenir tête à son frère. Le choc des titans ne s'achève pas par une simple notion de score, mais par une marque de respect, le cannibale choisissant de préserver l'intimité de Jason en empêchant l'autostoppeur de lui ôter son masque. Un geste conséquent lorsqu'on sait quelle importance ce secret a pour lui. De la même manière, The Cook va décider de ne pas cuisiner le mort-vivant, considérant que ce ne serait pas bien. Tout se termine par des funérailles où Jason est abandonné dans un lac voisin. Leatherface décidant de lui remettre sa machette en supposant qu'elle lui était spéciale comme pour lui sa tronçonneuse. Une manière de ramener enfin le vrai Jason, son caractère naturel revenant aussitôt qu'il retrouve un environnement familier et de refermer cette curieuse parenthèse sur son existence. Rarement un crossover de type Versus ne sera allé aussi loin dans l'étude de ses personnages. Jason vs Leatherface transcende son concept et lui offre une dimension tragique, comme on en croisait à l'époque des monstres classiques, comme Dracula, le loup-garou ou le monstre de Frankenstein. I got a real good eye for prime meat. Runs in the family. Whoop, whoop. It's one of those hard-shelled peppercorns. Mais que les fans des franchises se rassurent, le comic book évite de se prendre trop au sérieux
et affiche le même type d'humour outrancier que les films dont il s'inspire. Après tout, les couvertures n'indiquent-elles pas « Suggested for Demented Readers » ? Les Sawyer boivent du Kool-Aid pour accompagner leur repas, Jason se montre impitoyable au point de trancher en deux le petit chien qui s'attaque à sa jambe, et les créations de l'autostoppeur, divers objets constitués d'ossements et de cadavres, sont dignes de Massacre à la tronçonneuse 2. De manière amusante, on peut remarquer que Crystal Lake a été localisé tout au nord des États-Unis, dans l'état du Vermont, comme pour bien marquer l'opposition avec le sud du Texas. Quelques clins d'œil aux deux séries sont dissimulés ici et là. The Hitchhiker se lacère la main au rasoir comme dans le premier film. La vérité autour d'Elias Voorhees, le mystérieux père de Jason, est éclaircie et le véritable nom de cuisinier nous est donné comme étant W.E. Sawyer, ce qui donne tout de suite beaucoup plus de sens à l'intro de Massacre à la tronçonneuse 3. Prosecution recorded his name as W.E. Sawyer. He died in the gas chamber in 1981. The jurors concluded that Leatherface, presumed to be an unapprehended killer, was in fact an alternate personality of Sawyer's, activated whenever he donned a crude mask made of human flesh. Relevons tout de même quelques petites erreurs comme le fait que la mère de Jason se nomme ici Doris, ou que la grand-mère Sawyer, la version géante qu'on apercevait dans Massacre à la tronçonneuse 2, est appelée Tante Amelia. Mais il s'agit vraiment de détails mineurs sans importance. Réussite absolue, Jason vs Leatherface vaut beaucoup plus qu'il ne le laisse paraître, et s'affiche comme l'une des approches les plus originales qui aient été faites sur les deux sagas. Nancy Collins met à profit ces quelques années passées sur l'excellente série The Swamp Thing, qu'elle recycle ici à travers Jason, notamment dans sa connexion au lac et la manière dont il influence ses actions et ses pensées, tout comme le marais est indispensable au personnage de Alec Holland. Et le graphisme de Jeff Butler convient parfaitement au sujet, quoique un peu perfectible par moments. Quant aux superbes couvertures de Simon Bisley, très dynamiques, elles renvoient fortement à son travail pour le célèbre magazine Heavy Metal et contribuent au charme de cette bande dessinée. Mention spéciale pour cette parodie du tableau de Norman Rockwell. Enfin, notons la présence de deux textes traitant du cinéma d'horreur qui ont été intégrés dans les numéros 1 et 2 de la BD. Le premier est signé C. Dean Anderson, un obscur romancier horrifique également connu sous le pseudo de Asa Drake et probablement un confrère de Nancy Collins. Sa chronique s'intitule Halloween Chainsaw Hockey et se rapporte bien sûr aux tueurs des séries Halloween, Vendredi 13 et Massacre à la tronçonneuse. En toute honnêteté, l'article est quasiment incompréhensible. Il ne relate que les divagations de l'auteur sur les origines des personnages et les problèmes de continuité entre les films, tout ça sans aucune structuration. Anderson cite quelques anecdotes, se pose la question sur ce qui nous fascine sur la violence dans le cinéma et parle de ses films d'horreur préférés. Et c'est tout. La seule chose amusante à retenir est sa demande qu'un comic book soit publié pour faire le pont entre Jason Takes Manhattan et Jason va en enfer. Nettement plus intéressant, Keep Telling Yourself It's Only a Movie, écrit par Rick Meyers, rédacteur chez Fangoria. Il y établit une courte mais intéressante rétrospective du cinéma d'horreur depuis les classiques de la Universal jusqu'aux derniers succès de l'époque comme Le Silence des Agneaux et Seven, en passant par L'Âge atomique des années 50 et la période gore de Herschel Gordon Lewis. Mais franchement, ces deux chroniques sont tout à fait dispensables. Elles ne devraient pas retenir l'attention du lecteur qui, de toute manière, a quelque chose de beaucoup plus intéressant à lire entre les mains. Strange things happen to a man on the road. Strange things happen to a man who's alone. Doesn't matter where you come from. Doesn't matter where you want to go. Doesn't matter if you're on your way home. Doesn't matter who you know. Strange things happen to a man on the road. Strange things happen to a man who's alone. Back home you got a solid life. That life don't mean a thing out here. Back home you got a loving wife. She can't hear you calling out.